qu'il s'est déplacé jusqu'à Abu Simbel. On peut compter à peu près plus de 500 kilomètres pour arriver à Abu Simbel pour ériger ces temples magnifiques les plus célèbres Ouais, c'est peut-être vrai, c'est vrai. dans l'histoire. Oui, et bien sûr, il avait, Pourquoi il a fait il ça avait des là-bas? raisons. Ramsès aussi, il a déplacé la capitale de Thèbes à Ramesséssou. Ouais, C'est la capitale à l'est de Delta. ouais. Elle a fait cette capitale, mais aussi il avait des raisons pour cette capitale, pour être tout près de parties de l'Empire égyptien, alors en Asie. Donc Thèbes, oui, ça reste comme une capitale très importante. Lui aussi, elle descend un petit peu au sud d'Assouan et au sud de Thèbes d'à peu près 500 kilomètres pour montrer la force égyptienne devant les Nubiens. Parce qu'Abu Simbel se trouve au milieu de la Nubie. Oui. La Nubie, c'est un mot égyptien qui vient de Noub. Noub, c'est-à-dire l'or, c'est-à-dire c'est la terre de l'or. Donc Ramsès, il voulait montrer les Nubiens qui faisaient beaucoup des attaques à la frontière égyptienne, que c'est la force de Pharaon de l'Égypte. Et on a fait pour lui un grand temple comme ça, avec des grosses statues pour le roi. Et aussi, il y a de signification pour les grands colosses, pour les pharaons. Il faisait ça pourquoi? Pour montrer les gens que le roi il est gigantesque. Parce qu'à l'époque, les peuples n'avaient pas le droit, n'avaient pas la chance de voir les pharaons. N'ont pas les médias comme nous, à la télé et Oui. tout ça. Mais comment imaginer les pharaons? Par les statues. Donc celui qui commence cette affaire-là de faire les grands colosses, c'était Amenophis III. Celui qui a fait le deux colosses de Memnon à Luxor, chaque colosse 20 mètres d'eau. Ramsès, il a imité la même idée, alors de faire des grands colosses, mais il a fait plusieurs. Mais le plus important, c'est là-bas, à Abu Simbel, avec les 4 colosses. Quand les gens regardent ça, les pharaons, il est comme ça. Alors, Parce qu'il était considéré comme le demi-dieu, il est le fils de Dieu, c'est comme d'après la mythologie égyptienne. Donc ça fait une affaire psychologique, ça fait peur pour les gens. Alors il faut si respecter quelqu'un le vient pharaon. attaquer, par exemple, il se dissuade. Et de quoi? Si quelqu'un veut attaquer l'Égypte Ah, en voyant regarde, Abu oui, Simbel, il oui, change oui. d'avis, quoi. Parce que toujours, au début de l'histoire égyptienne, il y avait toujours des problèmes entre les Nubiens africains. Parce que Oui. aussi, il faut changer. On a la Nubie. La Nubie est divisée en deux parties. Il y a la basse Nubie, c'est la Nubie égyptienne, qui commence d'Assouan jusqu'à la frontière avec le Soudan. C'est ça la Nubie nord. Et puis il y a la Nubie soudanaise. C'est la Nubie ou la haute Nubie, qui commence de la frontière à Wadi Halfa, c'est jusqu'à Khartoum. Donc c'est ça la Nubie africaine ou la Nubie soudanaise. Les Nubiens là-bas, ils faisaient toujours des attaques à la frontière égyptienne. Elles veulent usurper, ils veulent faire des choses comme ça. Donc les pharaons faisaient alors des campagnes militaires. C'est ça, c'est pour arrêter les dangers de ce genre-là. Ramsès, il avait cette idée pour faire ce temple là-bas pour montrer la force, le pouvoir de pharaon égyptien. En même temps, pour montrer aussi la relation très spéciale entre Ramsès et sa femme favorite, alors Nefertari. Nefertari. On peut parler après. Tout à fait. Alors, après la construction du haut barrage, Oui, alors ce temple, parmi d'autres, oui, a été noyé. oui, C'était noyé sous les eaux du Nil ou bien du lac Nasser oui. actuellement. Et l'UNESCO on a fait appel à l'UNESCO pour sauver ces temples. Yes. Du coup, il y a un jour de différence concernant les Oui, rayons du soleil oui, qui rentrent pour éclairer les visages des oui, 4 statues à oui. l'intérieur du sanctuaire. Comment on a fait exactement? Oui, alors, au début, la montagne n'était pas tout près de lac ou de l'eau du Nil. Ok, c'était loin. Ouais. Mais après la construction de barrages, alors il y avait un changement de courant du Nil qui était tout près de temples. Ouais. Donc, au moment de la crue du Nil, alors l'eau monte, alors pour couvrir alors les terrains tout près. Le temple, c'était tout près de ça. Et pendant cette période, alors l'eau, ça fait un problème pour le temple. Au cours de temps, ça va rester plusieurs années, alors ça va démolir le temple. Et pour ça, alors, il y avait un appel pour le monde entier, et particulièrement à l'UNESCO, qui s'intéresse de patrimoine humain et tout ça, pour faire quelque chose. Elles n'ont pas d'autre solution que de déplacer la montagne. On ne parlait pas de déplacement de temple, D'un temple. mais Ouais. le déplacement de la montagne à l'origine. Ça fait à peu près 20 000 tonnes. Ouais. 20 000 tonnes. Alors, ils ont coupé les statues
en petits, c'est pas un petit morceau, mais par rapport à la montagne, c'est en petits morceaux. Et puis c'était chiffré par un chiffre. Donc numéroté. oui, on parle d'une taille moyenne pour un bloc, c'était 20 tonnes pour un seul bloc. Et donc c'était chiffré. Donc après, on a déplacé le temple d'un endroit plus loin, à peu près 200 mètres, de loin de Nil. Et plus haut, bien sûr. Ah oui, bien sûr, parce que ce n'est pas juste d'être plus loin, mais encore, ça doit être plus haut. Plus haut d'à peu près 60 mètres de niveau normal dans la région d'Abu Simbel. Et ça, ce qui fait un changement de jour de ces phénomènes. Donc ça fait un jour de plus. Au lieu de 20 premiers, alors ça fait le 22e de février et le 22e. Ils ont fait des calculs astrologiques comme les pharaons, ou bien ils ont avec l'axe, oui. Gardé exactement le même axe. Oui, bien sûr. Il faut des scientifiques qui faisaient tout ça. La science à l'époque des pharaons et aujourd'hui. Parce que elles ont alors déplacé le temple dans un autre endroit. C'est avec un axe différent qui convenant avec le rayon de soleil, le lever de soleil. Ça fait un changement différent pour ce phénomène et ça va terminer le phénomène. Et pour ça, il faut des scientifiques qui ont fait alors un axe très particulier, un endroit très particulier, avec aussi une hauteur aussi très particulière pour aussi avoir le phénomène, oui, avec un jour de plus, parce que c'est normal de faire ça. Mais le phénomène qui se répète après, c'est miraculeux pour ce temple-là. Vraiment, ça montre aussi l'apogée de l'astronomie pour les Égyptiens. Et l'information très importante, le calendrier que nous avons dans notre jour jusqu'à présent, c'est un calendrier égyptien. Ce qui faisait le calendrier mondial qui est utilisé dans le monde entier. Les Égyptiens étaient le premier peuple qui divise l'année en 365 jours. Aussi, ils ont divisé. Hein? Si je me trompe pas, mais car après, non, car après. Ouais. Car c'était avec Jules César. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y a une différence de jours, de l'année et tout ça. Oui, mais c'est après. Ouais. Okay? Mais le début de calendrier, c'était pour les Égyptiens. Ils ont divisé les 365 jours en 12 mois. Et puis chaque mois divisé en 3 parties. Et puis les Juifs, ceux qui ont fait la semaine, parce qu'ils ont divisé le mois en 7 jours, parce que pour les Juifs, c'est un jour, c'est un chiffre très important. Alors ils croient que Dieu il a fait la création du monde, de l'univers en 6 jours, et l'a reposé dans le 7e jour. Donc pour eux, c'est 7, c'est le chiffre idéal. Et pour ça, ils ont divisé ça. Mais l'idée, c'est une idée égyptienne. Jules César, quand il est venu en Égypte, à l'époque de Cléopâtre, en 44 avant Jésus-Christ, alors il a ordonné les scientifiques d'Alexandrie de changer le calendrier d'après et pour éviter le changement qui arrive. Donc ils ont ajouté un quart de jour. C'était aussi par les scientifiques d'Alexandrie. Et pour ça, on l'appelle comme le calendrier julien. Et puis, on parle d'à peu près 1000 ans après, c'était Grégoire, c'était un des popes de Vatican, qui a fait aussi un petit changement. Donc aussi, on l'appelle comme le calendrier grégorien. C'est qui appartient grégorien, tout à fait. Mais, alors, c'est la base, aussi l'idée, c'était une idée égyptienne pour ces calendriers. Docteur Ismaël Hamad, vous êtes chercheur en égyptologie et écrivain. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations, pour tout le monde. J'espère que tout le monde a quand même appris beaucoup de choses de ce que vous venez de dire. Je vous remercie, Samar. Merci, Achraf. Merci, Dr Ismail. Les chers téléspectateurs, au terme de cette édition, on tient à vous remercier et on vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de notre Bonjour l'Égypte. Dans quelques instants, je vous retrouve pour notre tournée dans la presse internationale. À tout à l'heure.